Bonjour à tous, c'est Léa du BDE Esquirol et je reviens aujourd'hui pour un tutorat de 2.8 sur les obstructions digestives et biliaires. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la définition du syndrome occlusif, qui est vraiment le maître mot de ce chapitre sur les obstructions digestives. Donc il y a plusieurs signes fonctionnels, notamment l'arrêt des matières et des gaz, les nausées, vomissements, un météorisme abdominal et une douleur abdominale. À ces signes fonctionnels s'ajoutent aussi quelques signes généraux, donc l'altération de l'état général, la déshydratation et des troubles électrolytiques. On va vouloir ensuite valider ce diagnostic de syndrome occlusif à l'aide d'un examen radiologique. Donc vous pouvez le faire avec une radio qui est sans préparation, ou alors avec un scanner qui est quand même plus précis pour voir la localisation, l'étiologie et voir s'il y a des critères de gravité, donc notamment s'il y a une atteinte au niveau vasculaire. Bien penser que en cas de scanner, il va y avoir une injection de produits de contraste, donc il faudra vérifier les allergies, l'état rénal du patient, arrêter la metformine si le patient en prend. Et pour les deux examens, on va chercher des niveaux hydroaériques. Donc en gros, c'est des bulles de gaz et des poches de liquide au niveau intestinal. Donc voilà, ça y est, maintenant, on a confirmé notre diagnostic de syndrome occlusif et on va réfléchir à la conduite à tenir. Donc tout d'abord, ça semble logique, mais vu que c'est obstrué, on va chercher à ne plus rien avoir dans l'estomac. Sinon, ça va juste s'entasser et de toute manière, ça sort plus vers le bas, ça pourra que sortir vers le haut, d'où les nausées et vomissements. Donc on va mettre le patient à jeun, on va arrêter les traitements en péros et on va passer en IV. Et le problème, c'est que même sans manger, même en étant à jeun, la salive continue d'être sécrétée et elle remplit l'estomac. Donc on va chercher à poser une sonde nasogastrique pour vidanger cet estomac. C'est un soin qui est réalisé par les infirmiers et il y a quelques précautions à prendre afin que le soin se déroule correctement. Donc déjà, il faut bien mesurer la longueur de la sonde. On va mesurer la distance entre le nez et l'oreille, puis entre l'oreille et l'estomac. Il faudra bien lubrifier cette sonde. C'est un soin qui n'est pas douloureux, mais qui n'est pas très agréable non plus. Il faudra veiller à ce que le patient soit en position demi-assise, qui déglutisse bien au moment où vous passez la sonde et le sac de recueil devra être plus bas que l'estomac pour que ça puisse siphonner en fait ce qu'il y a dedans, sinon ça marche pas. Bien penser aussi à faire le test d'injection d'air, c'est-à-dire qu'on va prendre un stéthoscope, le mettre au niveau de l'estomac et avec une seringue de 50 millilitres d'air qu'on va injecter d'un seul coup dans la sonde nasogastrique, on va pouvoir entendre un petit bruit au stéthoscope et ça permettra de savoir qu'on est bien dans l'estomac. Il y a aussi souvent des radios qui sont prescrites pour vérifier qu'on n'est pas dans les poumons. Après, ça dépend, j'imagine, des hôpitaux, mais c'est quand même assez systématique dans le milieu hospitalier et je pense un peu moins en hors hospitalier. Voilà, donc maintenant on sait reconnaître notre syndrome occlusif, on sait comment le traiter, du moins en partie. Maintenant on va voir les causes donc de l'occlusion intestinale. Donc vous avez plusieurs types, comme vous pouvez voir sur le schéma. Vous avez les occlusions mécaniques, aussi appelées occlusions organiques, avec deux sous-catégories, les occlusions par obstruction et par strangulation. Vous avez aussi les occlusions fonctionnelles et les occlusions particulières. Dans les occlusions par obstruction, vous avez tout ce qui est corps étranger, tumeur et fécalome. Et comme je vous le disais avant, ça va amener une accumulation de liquide et de gaz en amont de l'occlusion. Dans les occlusions par strangulation, donc le deuxième type d'occlusion mécanique organique, vous avez les volvulus, les hernies étranglées, les invaginations. Je pourrais vous expliquer, mais des images valent mieux que 1000 mots. Donc vous pouvez regarder là sur le schéma comment marchent ces trois catégories. Et le problème avec les occlusions par strangulation, c'est que c'est certes une occlusion digestive, mais c'est aussi une atteinte au niveau vasculaire, et en fait ça forme une ischémie. Donc il y a un fort risque de nécrose, mais aussi un risque de perforation, et enfin un dernier risque de péritonite, le plus grave. Donc un risque infectieux. Deuxième grande catégorie d'occlusions, vous avez les occlusions fonctionnelles, donc qui sont causées par les neuroleptiques, par les morphiniques et éventuellement en cas de foyer infectieux. Les morphiniques, vous allez beaucoup en avoir en service et en fait,
un des effets indésirables, c'est que ça réduit le péristaltisme, donc en gros les contractions des intestins pour amener la matière vers la sortie. Et donc souvent, quand vous avez des morphiniques, vous mettez en préventif des laxatifs comme le macrogol par exemple, pour éviter l'occlusion intestinale qui arrive très fréquemment avec ce genre de médicaments. Dernière grande cause d'occlusion que je vais pas trop développer parce qu'ils vont pas vous le demander, c'est tout ce qui est lié à la radiothérapie et au cancer. Si l'occlusion intestinale dure, il y a des risques d'aggravation. Donc tout d'abord, un risque d'hypotension, tout simplement parce que votre patient se déshydrate, il vomit, il ne peut plus boire ni manger, donc il ne peut plus avoir d'apport. D'où l'importance d'ailleurs de réaliser une hydratation par intraveineuse. Et puis l'eau qui reste coincée en amont de l'occlusion intestinale, c'est ce qu'on appelle un troisième secteur qui de toute manière ne va pas être absorbé par le corps et ne pourra pas être intégré à la circulation sanguine. Donc le risque aussi, en plus de l'hypotension, c'est que ça se transforme en choc hypovolémique. Comme je vous le disais précédemment, il y a aussi un risque de nécrose en cas de strangulation, puisqu'il y a une ischémie artérielle, et aussi un risque infectieux par translocation de bactéries ou par perforation. Voilà, j'en ai maintenant fini de tout ce qui est obstruction digestive. On va maintenant passer à tout ce qui est obstruction biliaire. Donc je vous laisse regarder le schéma, vous pouvez le mettre sur pause. C'est essentiel de le connaître, ça permet de mieux comprendre la suite. J'en profite aussi pour vous faire un rappel de 2.2 sur le foie, donc le foie qui produit le cholestérol qui n'est pas amené par l'alimentation. Le cholestérol permet de produire des hormones et la bile. Le foie synthétise aussi des facteurs de coagulation, donc tout ce qui est utile pour l'hémostase, synthétise aussi des vitamines et l'albumine, qui est très utile pour la pression oncotique. Le foie maintient aussi la glycémie grâce à la glycogénèse et la glycogénolyse, et il permet d'excréter des toxines. Et dernier rappel, tant que j'y suis, comme ça on sera calé au niveau fonctionnel avant de parler du pathologique. Rappel pour la vésicule biliaire qui sert non pas à produire, attention, mais bien à stocker la bile produite par le foie. Et petit rappel, la bile, ça sert d'une part à faciliter la digestion et d'autre part à éliminer les déchets. Voilà, donc maintenant qu'on est au clair sur comment ça marche, on va voir ce qui se passe quand ça marche pas. Tout d'abord avec la lithiase vésiculaire, aussi appelée lithiase biliaire, qui correspond aussi au terme de calcul biliaire. Donc qu'est-ce que c'est que ces calculs? Ce sont des dépôts pierreux composés d'éléments de la bile, donc d'une part le cholestérol et d'autre part des pigments biliaires. Le terme cholestase, ça correspond au ralentissement, voire à l'arrêt de la circulation de la bile. Ça se retrouve au niveau biologique avec l'augmentation des phosphatases alcalines, des gamma-GT et de la bilirubine. Et au niveau clinique, ça s'observe avec un prurite et un ictère, l'ictère étant dû à une augmentation de la bilirubine. Ces calculs biliaires, vous pouvez les retrouver à différents endroits et du coup ça forme différentes formes d'obstruction biliaire. Donc tout d'abord, vous pouvez les retrouver au niveau de la vésicule, au niveau du canal cholédoque et au niveau du canal de Wirsung. Donc tout d'abord au niveau de la vésicule biliaire, vous avez plusieurs types d'obstructions qui se distinguent de par la durée de la douleur et la présence ou non de fièvre. Donc ça commence par une colite hépatique, donc le blocage de la bile. C'est une douleur qui est inférieure à 6 heures, il n'y a pas de fièvre, le patient est apyrétique. Ensuite, ça s'inflamme, ça se transforme en cholécystite. Donc là, la douleur, elle est plus persistante, ça fait plus de 6 heures que le patient présente une douleur. Il commence à y avoir de la fièvre. Et enfin, cette cholécystite, elle peut se transformer en pyocholécystite. Donc pyo, ça veut dire pu. Et cette pyocholécystite peut encore dégénérer en péritonite. Donc là, la douleur toujours aussi persistante. Et là, ce n'est plus qu'un problème de fièvre, ça peut carrément se transformer en choc septique. Autre problème aussi en cas de pyocholécystite,
La mise en tension, est telle dans la vésicule biliaire avec, la présence de pus, qui fait augmenter la pression, qu'il y a même un problème de vascularisation, hein. La vésicule biliaire ne parvient plus à être vascularisée. Donc la prise en charge, elle est plus ou moins urgente, hein, vous l'avez compris, mon code couleur, colite hépatique, va falloir s'en occuper, mais c'est pas urgent. Alors que, la pyocholécystite, avec son risque de choc septique, là, la prise en charge, c'est vraiment une urgence médicale et chirurgicale. Il y a aussi des antibiotiques peuvent être prescrits, et puis on va mettre le patient à jeun pour éviter de stimuler la sécrétion de bile. Vous pouvez aussi avoir une obstruction au niveau du canal cholédoque, comme je vous le disais précédemment. Donc au début, pas tant de soucis, c'est asymptomatique, tout simplement parce que c'est plus bas en fait. Donc l'accumulation de bile, elle a de la place dans le canal, c'est pas un souci, c'est après qu'il y en a. Donc après, vous aurez des signes d'angiocolite, donc la triade douleur, fièvre supérieure à 39,5 et ictère. Je vais vous détailler un petit peu le pourquoi du comment. Donc la bile, elle va remonter, elle va aller jusqu'à s'accumuler dans le foie, ce qui va créer une cytolyse hépatique. Donc au niveau biologique, vous allez avoir une augmentation des azates alates. L'accumulation de bile dans le foie, elle va aussi, au bout d'un moment, obliger la bile à passer dans le sang, ce qui va augmenter la bilirubine. Et cette augmentation de la bilirubine, elle va avoir plusieurs conséquences, pardon. Donc tout d'abord, une jaunisse, comme je vous en ai parlé précédemment. La jaunisse étant l'ictère, hein, c'est la même chose. Vu que la bilirubine, elle ne place plus dans les selles, et ben les selles vont devenir claires parce que la bilirubine est un pigment, ça colore les selles. Et vu que la bilirubine ne pourra plus être traitée par le foie, elle va être évacuée grâce au système rénal, ce qui fait que les urines vont être foncées. Donc là, en cas d'angiocolite, on va surveiller bien entendu la température, puisque un des signes cliniques, c'est la fièvre. Bien évidemment, vous l'imaginez, ça cause des douleurs, donc qu'il faudra bien surveiller et traiter. Et surveillance aussi du pouls et de la tension artérielle. Au niveau de la prise en charge, des antibiotiques, et puis comme d'habitude, hein, on met le patient à jeun pour éviter la sécrétion de bile, et puis ça peut aussi passer par la case chirurgie. Au niveau du canal de Vierzon, vous pouvez aussi avoir une obstruction qui engendrerait une pancréatite aiguë. L'autre cause de la pancréatite aiguë, ça peut être l'alcool, mais ça peut aussi être dû à des calculs biliaires. Et puis voilà, j'en ai fini de ce chapitre. Vous pouvez retrouver comme d'habitude le Google Form de satisfaction, questionnaire anonyme qui prend 30 secondes à remplir, mais qui me permet d'avoir un peu plus, de voir un peu plus vos attentes. Vous trouverez aussi le partiel blanc avec quelques questions que j'ai sélectionnées pour vous entraîner au partiel. Et puis vous pouvez retrouver les réseaux sociaux du tutorat. À plus!